il y en a beaucoup, leur variété, la qualité et la fiabilité des données qui sont envoyées par ces objets connectés, et puis leur débit. Pour vous donner un petit exemple, actuellement je travaille avec un petit robot qui est utilisé par des enfants autistes et on essaye de déterminer, enfin d'identifier les mouvements de ce robot avec les capteurs, les données de capteurs qu'il envoie. Il envoie des données toutes les 25 millisecondes. Donc quand on essaye de voir même sur l'écran défiler les données, on ne peut même pas les lire, quoi. Ça défile à une telle allure que... Voilà, donc il y a aussi le débit qui est important. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces données? Ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur l'IoT, ça fait un certain temps qu'on travaille sur l'intelligence artificielle et les systèmes cognitifs, et maintenant on essaye d'intégrer les deux, c'est-à-dire de construire des systèmes cognitifs à partir des données qui sont envoyées par des capteurs. Et alors, bon, au-delà de toute la frénésie qu'il y a autour de l'IoT, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? L'idée, c'est de les acquérir, d'abord d'apprendre à les acquérir, à les filtrer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont inutiles, ou qu'on ne peut pas encore exploiter. Parce qu'au fur et à mesure qu'on analyse les données, on se rend compte qu'il y en a quelques-unes qu'on a filtrées, qu'on aurait pu utiliser à bon escient. Donc, comment les analyser, comment en déduire des informations et des connaissances, comment en extraire des modélisations, comment faire des prédictions à l'aide de ces modèles, et puis ça c'est le bout de la chaîne, comment piloter des systèmes en temps réel à l'aide des données qui sont envoyées par les capteurs et les modèles qu'on a construits. Donc en gros, on essaye d'imiter l'intelligence humaine, et ça veut dire qu'on va, en fait, on simule le processus de réflexion, d'apprentissage, de prise de décision, de communication chez les humains. C'est comme quand on analyse, par exemple, mon prédécesseur parlait des tableaux de bord qu'on peut regarder sur Internet sur la consommation électrique et la consommation d'eau chez soi. Voilà, nous, en tant que personne, on va regarder les graphes, on va identifier des problèmes peut-être, ou bien alors identifier des points d'amélioration de la consommation, etc. Voilà, c'est ce processus-là qu'on essaye d'imiter à travers des systèmes informatiques. Donc en intégrant les données des objets connectés, en intégrant aussi des algorithmes d'intelligence artificielle, et puis des systèmes d'analyse de données. Donc ça fait longtemps qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Mais là, on a quand même un défi, c'est la quantité de données et les débits de ces données. Alors il y a la confidentialité, il y a la qualité des données, etc. Il y a quand même des défis qui sont importants et qui vont nous occuper pendant, je dirais pas plusieurs années, mais plusieurs dizaines d'années. Alors là, les cas d'usage, ils sont vraiment limités uniquement par notre imagination. Vraiment, il y a des cas d'usage, voilà, on peut en inventer tout un tas. Ce qui est intéressant, c'est que quand on expérimente un cas d'usage qui est relativement simple, on va en découvrir un nouveau qui est un petit peu plus complexe, etc., etc. Donc en fait, l'aspect cognitif d'un système, la partie cognitive, elle va évoluer. D'accord ? Avant l'intelligence artificielle, au début de l'intelligence artificielle, on avait des règles d'inférence, on avait des systèmes très très simples, qu'on considère maintenant comme très très simples. On ne dirait plus maintenant que ce sont des systèmes cognitifs. Maintenant, la partie cognitive, elle est beaucoup plus évoluée, elle est beaucoup plus complexe. Donc je me dis, voilà, un système cognitif, à partir du moment où on essaye de résoudre à l'aide d'un système cognitif un problème que nous-mêmes on considère difficile à résoudre, alors là on commence à arriver au cognitif. Et je pense que cette partie cognitive, elle va évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les systèmes cognitifs vont plutôt devenir banals, et puis bon, les difficultés, elles vont évoluer comme dans tous les domaines. Donc là, je vais décrire plusieurs projets auxquels IBM a participé, donc qui sont liés à l'eau. Et alors j'ai pris mes petits cartons parce que j'ai consulté mes collègues qui ont travaillé sur ces projets-là. Ce n'est pas moi qui ai travaillé sur ces projets. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon adresse email est affichée là-bas, et à m'envoyer vos questions et je vous dirigerai vers les bonnes personnes. Donc on a travaillé sur 4 projets. En fait, là, j'en ai décrit que 3 sur la planche. Alors le premier, c'était l'ITO-CMS, et ce sont tous des projets
donc régionaux ou en tout cas européens et ensuite financés en partie par la région, et dont au moins un a été labellisé par le pôle Derby. Donc l'ITO-CMS, c'était un projet sur la submersion marine. Et donc par exemple, ce sont la submersion marine, l'intérêt, c'est de savoir comment dimensionner les digues, par exemple, qui préviennent les inondations qui viennent de la mer, d'alerter avant une rupture de digue potentielle. Donc on avait eu un doctorant qui avait travaillé sur ce sujet. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'ai été visiter les digues qui protègent les Pays-Bas, qui se trouvent à l'ouest du pays. J'ai habité là-bas un certain temps. Et donc, on visitait les digues avec des collègues et l'eau était arrivée à... les digues étaient capables de supporter 4 mètres d'eau et on était à 3,80 mètres. Bon, j'avais les 20 cm. Je discutais avec mes collègues, je leur ai dit, mais attendez, et si cette digue rompt, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, il y a 50% de la Hollande qui est inondée. Voilà, en particulier mon quartier, parce qu'il était 4 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc bon, j'avais un peu de quoi m'inquiéter. Donc c'est important quand même, surtout dans les pays qui sont en grande partie gagnés sur la mer. Les fameux polders. Les polders, exact, oui. Alors, le deuxième domaine dans lequel on a travaillé, c'est la gestion des risques d'inondation en milieu urbain. Donc, vous avez le projet GIMU et le projet CALMS. Donc, l'idée, c'est de prédire les risques d'inondation, en particulier des inondations assez localisées. Donc, l'idée, c'est, par exemple, de détourner le trafic des voitures vers des zones qui ne sont pas inondées. Donc, là, c'est des problèmes assez complexes. On arrive à prédire des inondations, mais pas de façon très localisée. Également, dans le domaine de l'eau, on a participé à 2 projets, Matrix et CAMS, sur la gestion du petit cycle de l'eau. Donc le petit cycle de l'eau, c'est tout ce qui a rapport avec l'eau potable et les eaux usées dans les milieux urbains. Donc ça concerne la supervision et la gestion de la pression de l'eau. Est-ce que la pression de l'eau est suffisante pour les habitants? Est-ce qu'elle est suffisante pour les bouches d'incendie? Au cas où il y a un incendie, est-ce que les pompiers vont avoir assez de pression d'eau pour pouvoir éteindre les incendies? Donc la détection de fuite, la supervision de la qualité de l'eau, est-ce qu'elle a été polluée ou pas, etc. Et puis la gestion de compteurs intelligents et l'instrumentation. Donc voilà les projets... disons R&D, collaboratif R&D auquel IBM a participé sur l'eau. Après, on a participé à d'autres projets en mode consultance, mais je ne vais pas en parler parce que je n'aurai pas le temps de parler d'énergie. Donc, je vais passer à la partie énergie. Alors, donc voilà, ce projet, c'est le premier projet collaboratif R&D auquel IBM Montpellier a participé. On avait commencé, alors moi j'ai commencé en 2012, vous voyez que c'était il y a très longtemps, mais on était tellement en avant-garde que c'est encore en avant-garde. C'est-à-dire que, voilà, on avait imaginé vraiment un système intelligent qui utilise des capteurs, des actionnaires, etc., qui était vraiment encore très en avant-garde pour l'époque. Donc l'idée c'était, vous avez des bâtiments, on instrumente avec des capteurs. Alors maintenant ça paraît tout à fait banal, mais à l'époque c'était quand même déjà pas mal, on était déjà pas mal avancé. Donc vous avez des capteurs de température, des capteurs de présence, on avait des capteurs de CO2, une météo, et on avait aussi plusieurs sources d'énergie qui étaient potentiellement gratuites ou temporaires, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et l'idée, c'était d'utiliser les informations envoyées par ces capteurs pour, alors, à l'aide et faire en sorte, on a construit un système intelligent qui apprenait à partir de ces données le comportement énergétique du bâtiment. C'est-à-dire, il essayait de comprendre comment chaque salle dans le bâtiment se comportait par rapport en fonction de la météo, en fonction de la température extérieure, du vent, en fonction de la dimension de la salle, en fonction de son orientation, est-ce qu'il y a une fenêtre ou pas de fenêtre, etc. Et une fois que cet apprentissage est fait,
Donc le système passe en mode optimisation, c'est-à-dire qu'il va piloter carrément les systèmes de régulation pour réduire la consommation d'énergie tout en garantissant le confort des occupants. Donc, et ce passage du mode apprentissage au mode optimisation, en fait, il est entièrement automatisé. Ce qui fait que, et en plus le système ne cesse d'apprendre. C'est-à-dire que c'est un système qui va toujours se mettre en même temps qu'il est en mode optimisation, il est en mode apprentissage et il continue son apprentissage. Donc quand on parle de réchauffement climatique, de changement climatique, etc., on était vraiment en plein dedans. Parce que maintenant, il y a des conditions climatiques exceptionnelles qu'on n'a jamais rencontrées avant et qu'on doit prendre en compte maintenant. Et donc cette partie apprentissage perpétuel est très importante. Donc, pour bien comprendre la différence entre un pilotage classique et un pilotage cognitif, hein, comme dans ce projet, j'ai listé 4 cas d'usage. Donc le premier, par exemple, c'est voilà, je vais allumer le chauffage à 6 h tous les matins, sauf le samedi et le dimanche. D'accord, ça c'est un pilotage classique. Même chez moi j'en ai, d'accord, donc j'ai même plus sophistiqué que ça, mais ça reste assez classique. Alors maintenant, comparaison avec un pilotage cognitif un petit peu équivalent. Donc il est 20 h, il fait 12 degrés dehors. On est à Montpellier, donc il fait beau, hein, même quand il est 20 h. Demain matin, je veux savoir quand allumer le chauffage pour économiser de l'énergie pendant la nuit, mais en même temps conserver le confort des occupants quand ils arrivent, quand ils se réveillent. Voilà. Donc ça, c'est plus du cognitif. Un autre cas d'usage, c'est la consigne de confort de luminosité de 500 lux. Donc ça, c'est un standard, hein, c'est une valeur normative, par contre, parfois, elle n'est pas adaptée, parce qu'il y a du soleil dehors, ou il n'y a pas assez de soleil, c'est trop nuageux, etc. Donc en fait, un pilotage cognitif serait, il fait soleil, mais il fait froid. Quelle devrait être la consigne de luminosité appliquée pour que les occupants ne se fatiguent pas les yeux? Donc on va laisser le confort des occupants prioritaire, mais en même temps, comment est-ce qu'on va positionner les stores pour économiser de l'énergie? Alors ce cas d'usage-là, on l'a implémenté dans un lycée au nord de la France, et c'est vrai qu'il y fait très froid. Donc c'est important quand il y a du soleil de pouvoir profiter de ce soleil pour chauffer la pièce, et donc économiser de l'énergie. Donc il faut vraiment trouver un équilibre entre le confort et le coût pour pratiquement tous les cas d'usage. Le troisième cas d'usage, c'est la consigne de température et de 20 degrés. D'accord? Donc un cas d'usage cognitif, un pilotage cognitif associé serait, alors je parle de salle des profs parce qu'on a appliqué ce système dans un lycée. Donc la salle des profs est orientée sud, elle a des fenêtres. Donc elle a telle et telle dimension. Hein. Quelle devrait être la consigne de température de confort à appliquer pour que les occupants ne passent pas? Donc ça, c'est encore un pilotage cognitif. Intuitivement, quand on réfléchit à ce cas d'usage, on se dit c'est quand même pas simple à déterminer, même pour nous. D'accord? Il faudrait que tous les jours, on aille déterminer quelle est la température extérieure, quelle est la vitesse du vent, etc. Et à partir de là, essayer de construire des modèles. Donc ça, c'est du pilotage cognitif. Je vais m'arrêter là pour le dernier, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc on a eu deux projets pilotes. Le premier à IBM Montpellier, qui a été labellisé par le pôle d'Herbie, c'était un projet collaboratif. Donc il a concerné le chauffage et la climatisation. Donc il y a eu plusieurs phases dans ce projet. Moi je décris la dernière phase de ce projet. Et donc on a mis en place un système cognitif avec une instrumentation de la zone pilote, avec des capteurs de température, de CO2 et d'hygrométrie, etc. Et puis, en fait, ce système, c'est exactement ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire qu'il passe par une phase d'apprentissage, et une fois qu'il a appris le comportement de la zone pilote, il passe en mode optimisation, tout en continuant en arrière-plan à apprendre. Donc, on a travaillé sur une deuxième zone pilote, qui est un lycée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et là, on a ajouté la ventilation, on a ajouté les stores et la luminosité.
pas de climatisation, parce que c'est tout au nord. Il commence à y faire très chaud, donc je pense qu'ils vont pas tarder à mettre de la climatisation, mais pour l'instant, on a travaillé que sur le chauffage. Et là, donc, ce qu'on a apporté de vraiment important pour ce projet-là, donc en dehors des cas d'usage qui permettent de réduire le taux de CO2 dans les salles, etc., c'est l'intervention de l'occupant. C'est-à-dire que l'occupant va donner des indices au système cognitif pour dire s'il est à l'aise ou pas à l'aise. Donc, on a donné la possibilité à l'occupant d'augmenter la consigne de température, de fermer les stores quand il voulait, d'augmenter la consigne de luminosité, etc. Et le système cognitif emmagasine ces indices, et au bout d'un certain temps, il va être capable de corréler ces indices avec l'environnement extérieur, qui sont la température, la luminosité, etc. Tout en tenant compte de la consommation d'énergie. Bon, je pense que je dois m'arrêter. Parfait, c'est très bien. On va voir s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est étonnant, le système qui s'adapte vraiment à l'humain, quoi. C'est l'humain et le système s'adapte. Je pense que c'est très important de faire intervenir l'humain, parce qu'un système qui apprend tout seul, bah c'est bien, il apprend, mais à un moment donné, si l'humain... Il y a un côté psychologique aussi, parce que bon, on a travaillé avec des personnes qui étaient dans les bureaux, par exemple dans la zone pilote à IBM Montpellier, c'est là où je travaille. Donc je suis dans cette zone pilote, enfin 2 bureaux de la zone pilote. Si on ne les implique pas, ils ne sont pas contents. Ils se demandent ce qu'on fait, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce qu'il y a des capteurs partout, des capteurs de présence, on est là pour les épier, etc. Non, c'était pas du tout ça. Et je pense que c'est très important de les impliquer dans le projet. Et puis la notion de confort est quand même très, très subjective. Donc c'est important que les occupants apportent leur retour sur le confort. Très bien. Oui, une question. Toujours la même. Au niveau des langages de programmation, on est plus sur du haut niveau ou du bas niveau, globalement, sur les projets? Alors, sur la partie cognitive, on a utilisé un outil IBM qui s'appelle SPSS Modeler, qui est un outil d'analyse de données qui est excellent. Franchement, moi, je le trouve excellent. Alors, si vous connaissez un petit peu l'analyse de données, il y a un open source qui s'appelle R, qui fait de l'analyse de données. Voilà. Donc, sauf que SPSS Modeler est très convivial. Donc, on a utilisé ce logiciel avec des scripts. Après, évidemment, il y a toute la partie énergétique, mais celle-là, bon, après, il y a beaucoup de systèmes. Moi, je vous parle juste de la partie cognitive. D'accord? Une question, peut-être? Oui. Bonjour, Madame Brition Synapse. Est-ce que vous pourriez nous indiquer si parmi les projets de R&D et des expérimentations, il y en a qui sont transformés en des services, dans des produits le deuxième, dans la filière IBM ou repris par des industriels ou dans des applications en fait. Oui, alors la partie cognitive, on en a fait ce qu'on appelle un asset. Un asset research. Et il y a eu une prestation de service pour ce dernier client. Oui, tout à fait. Après, comme je vous ai dit, on était très en avant-garde. Et je pense qu'on l'est encore. Et à un moment donné, il y a des priorités que, par exemple, dans le lycée de Lille, bon, on s'est rendu compte à un moment donné que dans les CTA, il y avait des gaines qui étaient trouées. Alors qu'est-ce qu'on va aller faire? Optimiser un système avec des gaines trouées? Non, ça ne le fait pas. Donc le budget, il est parti de ce qui est très en avant-garde vers ce qui est très basique, qui était de changer les gaines. Donc c'est toujours... je pense que ça, c'est un asset qu'on reverra, je pense, dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais là, c'est loin. Toujours... 15 ans. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça, parce que, en fait, ce qu'on a fait en recherche il y a une vingtaine d'années, c'est maintenant qu'on le voit arriver dans l'industrie.
Moi, je vois des concepts sur lesquels j'ai travaillé il y a 20 ans, je les vois maintenant arriver dans l'industrie. Donc moi, je ne suis pas étonnée. Je ne serais pas étonnée que ça prenne, oui, 10-15 ans. C'est des problèmes quand même très complexes à résoudre. Après, j'ai toujours des appels de clients qui sont intéressés, hein. Toujours. Voilà. Après, donc il y a eu 2 projets, ben, il reste le 3e. Une autre question rapide. Très rapide. Le système apprend à quelle vitesse, à quel moment il n'y a plus besoin d'intervenir et on est raccord, la dérive est moindre. Alors en fait, le système apprend en fonction de la température extérieure. Tous les soirs à 20h, il prend en compte la température extérieure. Et à partir de là, il va déterminer ce qu'on appelle les courbes de régulation pendant la nuit. D'accord ? Et ça prend à peu près 1 semaine par mois. Donc par exemple, si à chaque fois qu'il rencontre la température de 12 degrés à 20h, il va se mettre en processus d'apprentissage et à un moment donné, il va estimer qu'il a assez d'informations pour piloter. Et il va se passer directement en mode d'apprentissage. Et cet apprentissage-là, il va mettre... En fait, plus la température est fréquente, donc si 12 degrés, en 1 semaine, vous avez 12 degrés tous les soirs à 20h, en 1 semaine, ça sera fait. Les températures extrêmes, par contre, et ça on s'en fiche, finalement, les températures extrêmes, il va les apprendre, la première fois qu'il rencontre 30 degrés à 20h, il va commencer l'apprentissage. Et pour le continuer, il va falloir rencontrer de nouveau 30 degrés à 20h. D'accord ? Et ainsi de suite. Mais comme ce sont des températures extrêmes, aucune importance que ça prenne du temps. L'important, c'est que les températures les plus fréquentes soient rencontrées, donc soient prises le plus vite, parce que c'est celles-là qui vont générer de l'économie d'énergie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Non, pas trop. 1 semaine par mois. Ça va être vraiment gros. Oui, juste une petite précision. Là, on est essentiellement dans le domaine de la domotique. Non ? Oui, alors domotique, c'est plutôt, pour moi, c'est dans les domiciles. Et justement, donc je pensais, moi, à des partenaires comme Legrand ou Schneider. Ah oui, oui, tout à fait. Alors on pourrait imaginer avoir tout un quartier piloté de cette façon. Maintenant, un système comme ça pour une maison, c'est quand même... Et puis comme je vous dis, on est encore dans de la recherche. Hein. Une dernière question ? Bon, je suis contente qu'il y ait des questions quand même. Merci de prendre ma question. Patrick Boyer de Boyer Énergie et Services. J'ai 2 questions, enfin ça s'articule en 2 temps. La première, c'est vis-à-vis des utilisateurs que vous avez pu avoir dans les process, soit en expérimentation, soit largement répandu. Quel est le taux d'implication des utilisateurs? Et dans le cas où l'utilisateur n'adhère pas au système de pilotage tel que vous le proposez, qui va ouvrir la fenêtre plutôt que de baisser le chauffage, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour inciter les utilisateurs à comprendre et à utiliser le système intelligent de gestion du bâtiment? Ok. Donc premier projet, ça n'a pas été très bien géré. D'accord. Donc les occupants n'étaient pas assez informés et la communication s'est faite un peu tard. Mais c'est vraiment au départ, il faut communiquer. Il faut faire des réunions avec les occupants, leur expliquer ce qu'on fait. C'est simple, une partie du projet que je vous ai décrit, c'était de récupérer la chaleur d'un data center pour chauffer des bureaux. Les gens pensaient qu'on insufflait l'air des serveurs, qui sortait des serveurs dans leurs bureaux. Alors qu'il y avait un échangeur, enfin voilà, il suffisait de leur faire un dessin, de leur montrer ce que c'est un échangeur, de leur expliquer comment ça fonctionne, et de leur dire, voilà, on n'insuffle pas de l'air pollué dans mon bureau, non, c'est pas du tout ça. Voilà, donc il y a des choses très simples à faire, c'est de communiquer. Après, il faut avoir les bons outils pour leur donner la possibilité de donner leur avis. Ça peut être à travers des applications smartphone. On avait pensé à avoir des petites applications sur téléphone mobile pour qu'ils disent, voilà, oui, je suis bien, je suis pas bien, etc. Mais dire, oui, je suis bien, je suis pas bien, c'est pas suffisant. Parce que ça n'a aucun impact sur la régulation. Il faut que quand on donne la possibilité à l'occupant de dire s'il est bien ou pas bien, il faut que ça ait un impact direct et immédiat sur la régulation. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Encore une autre anecdote, je suis désolée. Allez-y, la dernière. Allez, la dernière.
Je vais vous montrer, on a ici, vous voyez, un capteur avec 2 petits boutons, un rouge et un vert. Ça, c'était notre première possibilité de retour de l'occupant. C'est-à-dire que si l'occupant était content, il appuyait sur le vert, et s'il n'était pas content, il appuyait sur rouge. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, à votre avis? Ils n'appuyaient que sur rouge. Et en général, ça n'avait rien à voir avec la régulation. Ils se demandaient simplement ce que c'était ces boutons. Ils appuyaient. Donc, alors que deuxième projet, ce qu'on a fait, c'est que là, on a mis des régulateurs, des thermostats. Donc les gens, ils pouvaient augmenter la température et la diminuer. Mais s'il augmente pour rien, on va avoir quelque chose. Voilà, il faut vraiment que l'occupant, quand il agit, il faut que ça ait un impact immédiat et qu'il comprenne voilà, ce qu'il fait. Après, il y a la communication, tout simplement. Les mesures de rétorsion? Non. Non? Ok. Vous posez la question, hein. Il n'y a pas de mesure de rétorsion, donc. Très bien. Merci beaucoup, je pense qu'on peut vous applaudir. Alors maintenant, nous allons passer au troisième intervenant, Jean-Michel Cambeau, qui est fondateur et chef de la stratégie de l'entreprise Telmi+, qui travaille dans maintenance prédictive et sur l'intelligence des usages. Alors est-il parmi nous? Il est là, voilà. PowerPoint, il y est? Oui, absolument, voilà. Allez-y, les entrées. Jean-Michel Cambeau, donc. Lancez le diaporama, c'est parti. C'est parti. Donc bonjour, je suis Jean-Michel, le fondateur et chief stratégique de Telmi+. Il y a 25 ans, j'ai inventé Business Objects pour mettre de l'intelligence dans les outils décisionnels. J'ai trouvé la bonne équipe et on l'a revendu 7 milliards à SAP. J'ai changé le paysage une première fois et là je suis en train de recommencer, ça va être encore mieux. En début d'année, j'ai fait appel à Benoît comme CEO. Montez juste un peu le micro. Voilà, sentez-vous bien. Merci. C'est parfait. En début d'année, j'ai fait appel à Benoît comme CEO pour qu'il m'aide à industrialiser et à internationaliser la solution. Nous l'avons appelé les Predictive Objects et il s'agit d'un logiciel d'analyse prescriptive et de maintenance prescriptive. Il améliore considérablement tous les process business et industriels avec de l'intelligence artificielle appliquée aujourd'hui et qui délivre des prescriptions qui sont actionnables et expliquées en langage naturel. Pas le langage naturel dans le sens, c'est pas de la reconnaissance de langage, c'est utiliser le langage et la sémantique métier pour restituer les prédictions. Nous avons eu de nombreuses récompenses et 3 brevets internationaux. Une récompense intéressante était CB Insight qui nous a classé numéro 4 dans le top 10 des entreprises les plus innovantes en 2016. Nous sommes aujourd'hui une vingtaine de personnes. La R&D est basée à Montpellier, l'exécutif et le commercial à Paris et bientôt, on espère, San Francisco, New York ou les deux. Et nous avons évidemment un écosystème de partenaires importants. Désolé, la présentation déborde un peu parce qu'il s'agit de PowerPoint 2010 et elle a été faite avec 2016. Donc 200 milliards d'objets connectés, effectivement 50 milliards, 200 milliards, le chiffre n'est pas si important que ça, c'est sûr qu'il va y en avoir beaucoup. L'idée est de connecter un cerveau qui collecte toute cette information et qui se nourrisse de cette intelligence ubiquitaire. Et cela a donné ce que nous avons appelé le Meta-Active Machine Learning. C'est une technologie que nous avons brevetée qui permet de faire de la maintenance prescriptive. Il s'agit de confier à l'intelligence artificielle le soin de piloter l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'on a appelé ça le Meta-Active Machine Learning, de sorte à sélectionner le meilleur algorithme, les meilleurs paramètres pour répondre à une question métier en étant capable d'expliquer. Ce qui exclut d'office certains algorithmes numériques, notamment, qui n'ont pas la capacité à délivrer une explication complète, et surtout intelligible par un humain.
C'est une solution complètement automatique qui du coup devient extrêmement rapide puisqu'on est capable de modéliser une réponse en 3 semaines pour faire un modèle prescriptif que l'on sait mettre en production donc au bout de 3 semaines, qui est le meilleur modèle prescriptif possible par rapport aux données dont on dispose. On enrichit automatiquement ces données avec des données exogènes. C'est le moteur qui détermine tout seul les données exogènes nécessaires. On sait gérer des parcs hétérogènes de machines, de capteurs, de données. Et on est même capable de auto-découvrir l'ajout d'un nouveau capteur ou le remplacement d'un capteur ou une nouvelle source de données. Et on répond à une problématique essentielle dans ce que nous constatons aujourd'hui dans l'industrie, qui est le time to money. De ce Meta-Active Machine Learning, nous avons donc extrait les fameux Predictive Objects, qui sont des sortes d'arbres de décision, et qui sont suffisamment petits pour qu'on puisse les embarquer directement dans les objets. Plus exactement, à the edge of the network, c'est-à-dire de l'autre côté du réseau, éventuellement dans un hub qui collecte les données, et ce qui rend les objets intelligents. Et comme cette intelligence est issue du machine learning, qui est alimentée par la connaissance acquise par l'ensemble et la multitude des objets, c'est complètement ubiquitaire et c'est très intelligent. Et notamment, ça va vous permettre de transformer les experts métiers en experts augmentés. Le fait d'embarquer la capacité à prendre des décisions directement dans les objets permet de capturer les signaux faibles à la source et évite les problèmes de connectivité de réseau. En tout cas, ça s'affranchit de ces problèmes. C'est complètement fiable, c'est complètement sécurisé, il n'y a plus de problème de sécurité, il n'y a pas de transfert de données. Et ça se passe surtout en temps réel, ça permet de répondre en temps réel aux événements qui se produisent. Les applications qui sont concrètes, qui sont aujourd'hui, c'est dans 2 domaines, Industrial Internet et la Customer Intelligence, même si on va aujourd'hui plutôt fortement vers l'Industrial Internet, pour faire de la maintenance prescriptive, contrôle qualité des process sur les chaînes de production. Il y a beaucoup d'usages, nous on a décidé de se cantonner déjà à ces 2 usages qui sont déjà assez importants, qui concernent toutes sortes de machines, d'objets, des chaînes de production, les réseaux, les transports, l'automotive, oil and gas, l'énergie, évidemment. On travaille d'ailleurs avec EDF sur certains sujets. Les réseaux virtuels des opérateurs, les data centers, les drones. Il y a des expérimentations aussi avec les drones. Et la partie Customer Intelligence, on va la résumer assez simplement à tout ce qui tourne autour de la cybersécurité. Donc les smart objects sont finalement un petit peu, enfin, pas si smart que ça quand ils ne sont pas connectés. Ce que l'on fait, c'est qu'on met l'intelligence directement dans les objets. Ils deviennent capables de prendre des décisions de façon autonome. Donc voici quelques usages de la partie industrielle Internet sur la maintenance prescriptive et sur le contrôle qualité des process. Un exemple intéressant, avec les éoliennes, je vais vous le faire plus sous une forme storytelling. Sur les chiffres, bon, c'est assez clair, mais c'est surtout le résultat qui est intéressant. On arrive, en mettant cette intelligence directement dans les éoliennes, enfin plus exactement au pied des éoliennes, à avoir des éoliennes qui sont capables de prédire seules leur panne, de nous dire, dans une semaine, je vais avoir telle panne, de nous expliquer pourquoi, dans le langage expert, et pas avec des chiffres incompréhensibles, qui sont capables de prescrire les actions de maintenance qu'il faut faire, qui sont capables également d'expliquer donc comment réaliser ces actions de maintenance, et on est même capable de produire en temps réel une documentation technique à la volée, qui peut être projetée par exemple dans des lunettes en réalité augmentée pour que la field force ait tous les éléments pour réparer un problème avant qu'il se produise. Dans cette expérimentation, ce qui était intéressant, c'est que les premiers résultats ont tout de suite permis d'identifier ce qui était des pannes et ce qui n'était finalement que des arrêts qui n'empêchaient pas la production, ce que l'acteur n'était pas capable de faire avant. Et enfin, on a eu des très bons résultats assez vite, et c'est une expérimentation évidemment que l'on va étendre à beaucoup de parcs, notamment on discute avec
EDF Wind sur le sujet. Et des acteurs régionaux aussi. Un deuxième exemple, on travaille en partenariat avec Cisco et on est en train d'embarquer cette technologie directement dans les routeurs. Le routeur, dans ce cas, est considéré comme un hub qui collecte les données des objets connectés. Et le fait d'embarquer cette intelligence dans le routeur, ça permet donc de capter à la source les signaux faibles, de s'affranchir des problèmes de connectivité et de la complexité de transfert de toute cette donnée qui n'est pas forcément utile. On peut même dire qu'il y a la plupart du temps globalement majoritairement inutile. Ça permet évidemment donc de désengorger les réseaux, enfin en tout cas de faciliter la connexion. La décision est prise localement, en temps réel, ce qui ne serait pas possible autrement. On peut du coup travailler avec des réseaux de type Sigfox qui sont très très bien, mais qui ne permettent pas de transporter des données volumineuses et rapidement. Le fait de pouvoir prendre des décisions localement permet de ne pas être dépendant de la décision prise sur un serveur qui doit transiter par un réseau pour être prise. Et c'est un système complètement agnostique. Du coup, vous changez sur une éolienne une sonde Pitot par un autre modèle. On peut avoir des pas de temps de fréquence de mise à jour qui sont différents. Certains, ça va toutes les 20 millisecondes et les autres 2 fois par jour. Ça ne pose aucun problème et le système est capable de détecter automatiquement le changement de données et le changement de capteur. Un exemple dans la qualité des process. Là, il s'agit d'un constructeur automobile nippon qui a un problème, enfin, entre autres. Lorsqu'il peint les carcasses de voitures, c'est un processus qui se fait en 10 étapes. Et lorsqu'il y a un défaut, aussi minime soit-il, il ne peut s'en rendre compte qu'au bout de la 10e étape. Et à ce moment-là, il faut qu'il sorte la carcasse de la chaîne de production, qu'il la passe sur une chaîne parallèle pour enlever toute la peinture et la ramener au début et recommencer. Alors, évidemment, c'est extrêmement coûteux, c'est très frustrant. Et le fait de pouvoir embarquer de l'intelligence dans chaque machine sur la chaîne de production, ça permet de prédire au niveau des premières étapes qu'il va y avoir un défaut plus tard sur la chaîne de production, donc d'interrompre le processus tout de suite. On est capable de fournir une explication de la cause du défaut prédit, éventuellement par discussion entre les machines, pour comprendre quel est le processus qui a mené à cette défaillance, et donc du coup prescrire les actions pour corriger avant de... Mais rien que déjà la possibilité d'interrompre la peinture plus tôt dans les étapes de la chaîne de production, c'est un gain énorme de production pour l'homme. Et enfin, un exemple, moi je trouve, me plaît beaucoup, c'est sur les chaînes de production de wafers, qui sont des galettes électroniques. Aujourd'hui, les grands constructeurs qui fabriquent les wafers, ça coûte 5 000 € en sortie de chaîne à peu près un wafer, et ils jettent 10% de la production. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant, c'était 20% avant. Déjà parce que quand il y a un défaut sur une galette, ils doivent jeter tout le lot. Et ensuite, c'est quand ils s'en rendent compte, c'est trop tard, c'est à la fin de la chaîne lorsque les derniers tests sont effectués. Avec la technologie des Predictive Objects, on est capable de déterminer beaucoup plus tôt, de prédire qu'il va y avoir un défaut sur la galette, et surtout on passe au wafer prêt, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de jeter tout un lot de wafers, on interrompt la fabrication d'une seule galette, et là encore on est capable de, par discussion entre les différentes machines, de fournir une explication complète, et donc une prescription pour fixer le problème sur les prochaines galettes. À titre indicatif, cet exemple-là pour un très gros fabricant de ce type de composants électroniques, le gain de productivité qu'il peut avoir en détectant plus tôt, prédisant plus tôt la panne, c'est quelques centaines de millions d'euros par semaine. On est sur des enjeux qui sont aujourd'hui effectifs et vraiment très concrets. Centaines de, vous avez dit Centaines de millions d'euros millions par semaine. Oui. Beaucoup. Sur des très gros constructeurs. Notre vision, c'est que l'on va arriver à la convergence entre l'infrastructure et l'usage. C'est ce que nous avons appelé l'intelligence de l'usage. Nous travaillons déjà dessus, nous ne sommes pas les seuls.
c'est une réconciliation, ou du moins vraiment la convergence entre le Industrial Internet et la Customer Intelligence. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, des ingénieurs ont conçu un joli boîtier avec 2 boutons, un rouge, un vert dessus, et qui va être mis en exploitation quelque part. Et puis après, il va y avoir des gens qui doivent utiliser ce boîtier. Ces boîtiers peuvent être équipés de capteurs qui vont nous permettre effectivement de faire de la maintenance prescriptive. Ça, c'est fantastique, c'est très bien. Et on s'est demandé, mais pourquoi pas utiliser aussi ces capteurs pour finalement comprendre la façon dont les objets sont utilisés, sont manipulés. Et là, on pourrait s'apercevoir, par exemple, que systématiquement, les gens appuient toujours sur le bouton rouge, le vert, etc. Enfin, visiblement, ils n'ont pas bien compris ce que les ingénieurs avaient imaginé. Et cette information, on peut la remonter au niveau de la conception de l'objet. C'est-à-dire que cette information comportementale d'utilisation de l'objet peut être remontée, comprise, remontée, et elle peut permettre de modifier le design de l'objet pour que les prochains boîtiers qui sortent, au lieu d'avoir un bouton rouge, autre chose qui soit plus efficace. Notamment, on travaille là-dessus avec Autodesk, qui a la bonne idée de fabriquer de concevoir des plans 3D pour fabriquer des objets, notamment avec des imprimantes 3D, et qui les conçoivent directement déjà équipés de capteurs, tant qu'à faire, et qui se disent que pouvoir utiliser ces données de capteurs pour modifier le design même de l'objet dans la conception des plans qui permettront de fabriquer les suivants, c'est une avancée extraordinaire. Voilà. Signer le contrat tout à l'heure. On peut applaudir, je pense. Ouais. Des questions, peut-être? Non? Oui. Vous avez parlé de l'intelligence embarquée au niveau des devices qui sont déployés et qui sont plutôt intelligents. Très intelligent d'après ce qu'on a compris. Vous êtes confronté à des problèmes de packaging, de masse d'informations à traiter, pour avoir quelque chose de pertinent à ce niveau-là. La coquille, on a vu, bon, ça peut être des équipements réseau, peut-être des devices spécifiques, mais... Alors, nous, on s'est concentré, je pense comprendre votre question, on s'est concentré sur la partie création, développement et d'un modèle intelligent, et on ne s'occupe pas de la collecte des data, notamment, ou même de tout ce qui concerne le data management, et a priori pas spécialement non plus de toute la partie restitution pour faire du pilotage, des tableaux de bord, des choses comme ça. On a évidemment des API qui permettent de se plugger sur des solutions existantes. Et oui, on a des problèmes de collecte, on a une problématique de la collecte de la donnée, mais la plus grosse problématique qu'on rencontre, c'est plutôt une fois qu'on la collecte à la source, ça peut être très rapide, avec des très gros volumes, on en fait quoi? Effectivement, s'il faut passer par un réseau qui doit transférer cette information pour aller prendre une décision quelque part dans le cloud ou ailleurs, il y a beaucoup d'usages où ça ne marche pas, ou moi ça ne va pas marcher très longtemps. Et donc oui, on travaille avec des partenaires qui, eux, s'occupent de toute la partie capteur et collecter la donnée et la rapatrier dans le routeur, par exemple, et la stocker. Et à partir de là, on l'analyse et tout ça se fait en temps réel. Je ne sais pas si c'était bien votre question. J'ai d'autres questions. Une autre question? Oui. Donc si je veux développer des capteurs moins idiots, je viens vous voir et il vous faut quoi? À vrai dire, au niveau de mon électronique, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel processeur, quel microcontrôleur, ou il y a des contraintes déjà techniques que vous nous imposez? Alors, non, et à quel prix? En fait, il faut bien comprendre qu'on ne fait pas de machine learning dans l'objet. Hein. Surtout, le machine learning est fait sur des serveurs, on travaille avec des très gros serveurs, et on est agnostique sur les partenaires aussi. Ça pourrait éventuellement être IBM, bon, ça n'est pas aujourd'hui, ça pourrait. Mais par contre, ce que l'on met, les predictive objects, c'est tout petit. Ce sont des arbres de décision, alors qui sont spécifiques et qui sont quand même assez élaborés, mais qui en taille sont tout petits. Pour donner un exemple, sur un Raspberry Pi 3, on est déjà surdimensionné. On peut travailler dans des objets qui ont des tout petits processeurs ARM, très peu de mémoire, donc la partie hardware
Enfin, on n'a jamais rencontré de frein sur la partie hardware pour exécuter cette intelligence. Très bien. Une autre question? Non. Écoutez, merci beaucoup. Vous avez beaucoup impressionné avec votre intervention. Merci beaucoup. Et si vous pouvez prédire quand notre voiture tombe en panne, ça serait pas mal aussi. Donc on compte sur vous. Vous savez, le matin où il n'y a rien de va. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup. On va conclure cet atelier avec Octavien Dobricéan, qui est directeur associé de Synapse. Je vous invite à venir me rejoindre pour évoquer votre activité. Alors, attendez. Voilà. Ici. Donc, vous travaillez sur la concentration et supervision des données hydrologiques pour l'alerte de crues, la gestion des ressources en eau et les smart cities. Voilà. Dommage, vous l'avez pas ajouté d'abord. Non, on peut se donner avec ça. Ouais, ça peut le faire. On va le lancer. C'est parti. Bonjour, je suis Octavien Dobricéan, Synapse. Merci de nous avoir invité à cette journée du GreenIT. C'est la première fois qu'on participe. Parlez bien dans le micro, on vous entend mal dans la salle. Oui, là, ça va bien. C'est mieux. Je vais essayer de vous présenter nos activités, nos offres, nos préoccupations et la manière dont elles s'intersectent avec l'univers du discours du jour, c'est-à-dire l'IT, énergie, eau surtout, à travers des projets, des expériences, puis des préoccupations que nous avons au quotidien. Donc j'ai essayé de faire assez concret finalement. Deux mots sur Synapse. Qui est Synapse? Nous sommes une société d'ingénierie basée à Montpellier. La partie que nous vous présentons ici, c'est la partie qui s'occupe des solutions aux risques naturels et de gestion de ressources en eau. Donc nous fabriquons et intégrons des produits et des services pour concentrer les données hydrologiques pour des applications assez diverses comme l'alerte des crues, la gestion de ressources en eau, Smart City, suivi des scénarios de changement climatique, etc., etc. Les clients que nous adressons avec cette offre sont des services de l'État, des agences gouvernementales en général, des collectivités, voire acteurs de l'industrie de l'eau essentiellement. Enfin, nous avons pas mal de partenaires du secteur public, privé, qui sont membres de Svelia, Polo, Safe Cluster, puis bien sûr French South. Davy, je crois qu'il n'est pas sur la liste, mais bon, on ne sait jamais. On sait jamais. Donc, c'est notre offre qui est structurée sur plusieurs chapitres, je dirais. Donc, nous avons une offre produit très bien définie dans ce domaine, avec des logiciels qui fonctionnent sur des sites centraux, qui réalisent la concentration de données. La concentration, c'est quelque chose de plus large que j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu plus tard. Ensuite, ces services de concentration, nous pouvons les fournir non pas par des déploiements in situ, mais en tant que service en ligne.
Puis enfin, nous réalisons pas mal de projets d'intégration. En fait, presque chaque projet que nous réalisons est un projet d'intégration des produits et des services que nous proposons, car nous adressons une problématique très métier à chaque fois. Pour comprendre ce que c'est que de concentrer de la donnée hydrométéorologique, donc c'est un schéma très très simple et vu d'avion, il faut imaginer tout simplement le fait qu'il y a bien un niveau des capteurs, donc on en a parlé pas mal aujourd'hui. Il y a ensuite l'étage, la section suivante qui sont des réseaux, télécom, divers, émaillés, IoT, tout ce que vous voulez, système de communication en général. Puis ces données arrivent sur des sites centraux, vous avez des applicatifs métiers qui exploitent et qui valorisent ces métiers dans le sens des usages que vous souhaitez mettre en place. Si on met en focus sur la partie site centrale, qui historiquement dans cette activité-là, nous avons commencé par là. Ce qu'on peut dire sur les sites centraux, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai évité de vous faire des schémas assez compliqués avec des flux dans tous les sens. En tout cas, on est préoccupé par tout ce que vous voyez sur la planche. Ça veut dire qu'il faut collecter physiquement la donnée à partir de sites de télémesure. Il faut bien la stocker, bancaliser. Il y a pas mal de traitements sur la qualité des données. Il faut bien sûr la partager avec les humains, avec d'autres machines également. Il faut faire des échanges, souvent en temps réel, en entrée, en sortie. Puis il y a un côté supervision de la donnée qui consiste à détecter les variations dans le sens métier du terme, notamment dans le domaine de l'eau. C'est tout simplement le dépassement des seuils, puis alerter des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sur ces alertes métiers. De quoi ça a l'air? Bon, en termes de partie visible, nous avons évidemment des applications qui font tourner ces sites centraux, qui vont vous donner des vues cartographiques, des tableaux de bord, des situations de temps réel. Lorsque vous avez des réseaux un peu plus, pas plus compliqués, mais un peu plus évolués, qui comportent des capteurs vidéo, on vous donne accès à ces sources de données vidéo. Puis sur des applications qui peuvent aller du desktop, web essentiellement, et bien sûr par des terminaux mobiles. Tout ceci, en tout cas les fonctionnalités standards que je viens de vous présenter, sont portées par une offre assez bien définie. Nous avons, disent les Anglais, le flagship product qui est Follow, qui est un socle de concentration et supervision des données que nous mettons en œuvre de manière quasi systématique dans la plupart de nos projets. Un exemple d'application, parmi d'autres, elles peuvent être assez nombreuses. Je choisis de vous donner une vue sur des applications type Smart City. En plus, ça correspond à un projet qui est en cours de construction sur le territoire même de la métropole de Montpellier. À quoi ça sert un système de concentration et surveillance augmentée du coup, pour les Smart City? Il sert déjà à présenter la situation hydrométéorologique sur le territoire étudié. Il sert à proposer, en fonction de la variation des différents paramètres hydro-météo, des cartes de risque qui peuvent être statiques ou dynamiques, en fonction des enjeux qui ont été identifiés pour ce territoire. Vous avez des vues parallèles relatives à la situation côté radar, de pluie, puis en fonction des autres entrants que vous avez dans les systèmes. Puis il peut y avoir toute une dimension de collaboration. Les Smart Cities, ça arrive souvent avec un
côté résilient et on agit face à des défis, à des événements qui peuvent être exceptionnels. Donc les volets Smart City de nos solutions comportent souvent une dimension de collaboration entre les dizaines de personnes qui peuvent interagir sur les différentes communes d'un territoire comme la métropole par exemple. Puis il y a bien sûr tout un historique qui est passé au cours d'une crise de quelques jours pour s'interfacer correctement avec la presse, pour garder l'historique de ce qui s'est passé, pour faire des analyses post-événement, etc., etc. Donc voilà à quoi la phase visible des applications de concentration et alerte des crues dans le cadre des Smart Cities. Si vous projetez une utilisation un peu plus simple, alerte des crues basique ou suivi de débit, évidemment, on se limite souvent au côté observé seulement de son parc de mesure, puis il y a toujours la supervision de l'alerte, mais dans le cas des Smart Cities, ça prend une dimension un peu différente. L'intersection de l'IT de tout ceci, elle est plutôt technique dans ce que je choisis de vous présenter. Elle concerne surtout les services que nous proposons en ligne. Enfin, ce qu'on constate, donc vous avez compris, on propose des systèmes qui fonctionnent non-stop, qui ne s'arrêtent jamais, qui doivent s'arrêter jamais parce qu'on gère du risque avec ces applications. Ce qu'on constate, à la différence des services qui sont activés et excités par les actions des utilisateurs comme le commerce électronique, etc., pendant la nuit, ça ne fonctionne pas trop, enfin, ils font autre chose. Nous, on doit être en permanence, en état opérationnel, on collecte en permanence, on surveille en permanence, on doit pouvoir alerter en permanence. Donc, du coup, ce côté permanent, on le ressent tout de suite en termes d'énergie, en termes de hardware qui est exploité de manière assez uniforme dans le temps. Et dès que vous déployez ces applications dans des conditions correctes d'un point de vue sécurité de fonctionnement informatique, dans des data centers notamment, vous vous rendez compte que ça commence à coûter cher. Donc le kilowatt, ça coûte relativement cher. Puis le hardware qui vous amène au-delà de la disponibilité ordinaire pour votre desktop à la maison ou l'ordinateur portable, ça revient cher également. Ce qu'on prend comme action, et on a une démarche très active afin de pallier cet effet des coûts finalement concernant la mise en place des applications de type serveur, il y a le design. Donc le design, il doit être très frugal, puis on s'efforce à mettre le minimum nécessaire dans nos applications et dans nos systèmes et de bien doser d'un point de vue métier tout ce qu'on fait. De ne pas avoir des IHM pléthoriques qui vous font perdre du temps et de l'énergie dans le sens large du terme, évidemment. Il y a tout un pan technique après où on utilise plutôt des méthodes un peu plus techniques, justement, qui sont la virtualisation, la consolidation. Donc on essaie de virtualiser, de consolider un maximum afin de ne pas multiplier inutilement les machines. D'utiliser des protocoles qui sont éco-friendly également, donc le push par rapport au pull qui est très utilisé dans l'IoT notamment. Ça va très bien pour ces systèmes-là parce qu'on ne va pas dépenser beaucoup d'énergie à regarder si les choses se passent. Lorsque ça se passe, on est notifié tout simplement. Il y a des techniques de programmation et des bonnes pratiques d'ingénierie software que nous appliquons également, notamment prendre avantage des architectures modernes en termes de parallélisation. Une préoccupation constante pour la performance également. Puis le scaling horizontal qui nous permet non pas forcément d'investir des sommes folles dans du hardware très spécialisé, mais de multiplier des machines de taille un peu plus modeste tout en ayant un fonctionnement sécurisé et de pouvoir monter en charge de cette manière-là.
voilà pour la partie site central. Un autre segment des chaînes de concentration où nous avons fait une incursion cette fois-ci par des initiatives de R&D. C'est la partie site de mesure et interfaçage des capteurs. Sur ce segment-là, nous essayons de faire de la translation technologique par rapport à ce qu'on véhicule ce temps-ci. On parle beaucoup d'IoT, des réseaux LPWA. Le domaine de l'hydrométrie et l'hydrologie n'est pas forcément celui qui est servi en premier lorsqu'il y a des nouvelles vagues technologiques qui tombent sur nous. Donc du coup, on se doit en tant qu'acteur significatif, je l'espère, d'avoir des initiatives dans ce domaine-là. Alors IOTA, c'est justement un exemple d'incursion technologique dans cette partie capteurs et frontaux de communication. Ça se matérialise de cette manière-là. Ça veut dire que c'est des appliances intelligentes, mais il y a intelligent ici. Je ne voudrais pas aborder le côté intelligent de la même manière que ça a été abordé tout à l'heure. En tout cas, on se rend compte que on ne peut pas forcément appliquer cette histoire de capteurs. On parle beaucoup d'IoT capteurs, puis des petits jouets qui vont transmettre l'information vers des sites centraux. Finalement, on se rend compte qu'il y a besoin quand même qu'il y ait un métier en fait à ce niveau-là et que rien que de redater et de compter des impulsions de pluie à des moments très précis dans le temps, ce n'est pas la même chose que d'avoir des contacts qui remontent un par un vers des sites centraux pour que vous puissiez estimer la pluie au kilomètre carré. Donc il y a besoin du métier qui descend jusqu'à ce niveau-là. Alors ce que vous avez ici, c'est justement un type d'appliance qui s'intègre avec nos sites centraux, qui utilise des réseaux de type LPWA. Donc pour l'instant, on vise Sigfox et les infrastructures LoRa également, mais on n'exclut pas de se pencher notamment pour des déploiements ailleurs qu'en France vers des choses comme des systèmes comme SSM, Silver Spring, si vous connaissez, ou voir les versions peu gourmandes en énergie des zones mobiles publiques telles qu'on les connaît actuellement. Alors, ce qu'on essaie de faire avec cette initiative, c'est de créer un peu de rupture dans le domaine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément au courant de combien de courant est bu au niveau d'un site de capteurs, mais on essaie en gros de diviser par 10, voire par 100, ce qui est fait actuellement. Là où il y a quelques milliampères, on essaie d'amener le débat à des microampères. Là où il y a des centaines de milliampères, on essaie d'en dépenser seulement quelques milliampères. Puis ainsi de suite. Lorsqu'il y a des centaines, on amène ça à des dizaines. Donc de diviser, passer à un facteur d'échelle différent, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Pourquoi? Vous allez demander pourquoi? Parce que l'énergie coûte cher. Elle coûte cher. Le stockage de l'énergie coûte cher également. Au niveau des sites de mesure, ce n'est pas la même chose si vous avez une batterie de 90 ampères ou quelques petites dizaines seulement pour faire votre semaine de crise hydrologique ou de tenir en tout cas des jours et des jours. Donc tout ça, ça se ressent sur des coûts de déploiement. Puis pour nous, l'autonomie énergique, ça fait partie intégrante du métier. Ça veut dire qu'on fabrique des solutions qui ne doivent pas s'arrêter et qui ne doivent pas vous laisser tomber au beau milieu d'une inondation. Il y a les panneaux solaires, évidemment, mais lorsqu'il n'y a pas de soleil, les panneaux solaires marchent un peu ralenti, puis vous voulez avoir plus de données dans le même, à des fréquences plus élevées qu'à la normale, et tout ça, ça nous amène dans une
crise permanente d'énergie au niveau de ce site de mesure. Donc c'est très important que vous sachiez tenir le plus longtemps possible. N'en parlons pas, si vous déployez aussi des caméras vidéo par exemple, il faut les gérer, non pas comme les caméras de vidéosurveillance dans les villes, mais de manière un peu plus économique et parcimonique. Puis il y a les coûts de consommation, il y a les coûts de la consommation directe et indirecte, je viens de le dire, l'autonomie, puis de toute manière la tendance est là, on fait des choses de plus en plus petites qui consomment de moins en moins. Voilà. Alors les solutions sur lesquelles on s'est focalisé, utiliser déjà des réseaux qui sont adaptés pour ça, donc les LPWA, la longue portée et basse énergie comme Sigfox, LoRa, on a parlé dans la journée chez les systèmes de transmission. Il y a le design du hardware qui est très très important, utiliser des composants ultra basse consommation, ça existe, il faut le mettre en œuvre, il faut les intégrer correctement, utiliser tout ce qui est faire des devices très très feignants par rapport à ce qu'il y a à faire et le faire au dernier moment, pareil, c'est des principes d'ingénierie qui vous amènent à avoir des consommations de champions, en gros. Puis après, il y a du software et du firmware, choisir le bon système d'exploitation ou pas de système d'exploitation, si ça coûte trop, ça fait partie des démarches de design et ingénierie qu'on a à ce niveau-là. Pour conclure, voilà. c'est bon. C'est bon, j'attends des questions. Eh ben, écoutez, on les attend. S'il y en a, vous pouvez les applaudir absolument. Des questions peut-être, oui. Vous changez, c'est bon. Oui, bonjour, Mathieu Crépin, étudiant à l'EPF, École d'ingénieur. J'aurais une question par rapport au conseil que vous donnez par rapport à la gestion des risques. Est-ce que c'est un conseil immédiat pour réagir à une inondation qui est en cours, ou est-ce que vraiment vous pouvez aussi donner des conseils plus sur le long terme pour éviter qu'il y ait une inondation plus tard? Et sinon, j'avais une autre question, c'était plus par rapport aux capteurs. Est-ce que vous prenez en compte que des données par rapport à la météo, ou est-ce que vous avez d'autres données? Je vais commencer avec la première question. Donc, nous faisons de l'observer. Ça veut dire qu'on observe ce qui se passe, et en fonction de la complexité de l'installation qu'on met en œuvre, on fait fonctionner des modèles qui s'exécutent en temps réel, qui projettent l'observé, le présent, dans le futur, à des horizons qui peuvent être assez différents. Pour vous donner des exemples concrets, on a déployé un système pour la protection des digues du Rhône, par exemple, qui est à côté, pratiquement, où c'était intéressant de savoir les débits qui vont être là en 8-9 heures. D'accord? Donc on a été obligé, dans le cadre de partenariats avec des bureaux d'études, puisque Synapse, on a les produits, on a les socles de base, mais on se positionne souvent comme il y a la fibre technique et l'ingénierie qui priment quand même dans ce qu'on propose. Donc dans des projets qui dépassent la dimension de l'observer, on met en œuvre de la modélisation, puis on est capable de surveiller, non pas l'observer, mais la prévision elle-même. Ça veut dire que s'il y a un débit qui va dépasser les 5-6 000 mètres cubes par seconde sur l'Orne en 7 heures, il faut qu'on sache mobiliser des camions et des pelles pour être prêt à combler les brèches dans les digues qui datent depuis Napoléon. Voilà. Ensuite, pour la deuxième question, c'était les données de base. Les données de base sont captées au niveau des sites des mesures. Donc là, on parle de la limimétrie, des compteurs de pluie,
s'il y a des sites qui sont plus orientés vers le côté météo, on va avoir de la vitesse de vent, la direction du vent, l'humidité du sol, de l'air, et vous pouvez avoir même la luminosité si c'est intéressant pour vous. Mais encore une fois, ça dépend de l'application précise que vous mettez, que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place. C'est que vous n'aurez pas la même chose, par exemple, si vous voulez faire un suivi de débit dans le sens protection de la ressource eau ou d'un territoire, vous n'aurez pas la même chose qu'une alerte des crues au milieu urbain, où des luminimétries et de la pluie, ça suffit. Vous faites ça hors milieu urbain, on trouve beaucoup plus de paramètres, puis il peut y avoir même des paramètres de la qualité de l'eau, par exemple. Mais on est dans une vision gestion de la ressource. Dans des applications de suivi des scénarios de changement climatique, vous allez vous intéresser, pareil, la température elle évolue comment, les débits, non pas pendant les inondations, mais pendant les périodes sèches, ils évoluent comment, etc. Il y a ce côté métier qui met l'empreinte en fait sur chaque déploiement. Merci beaucoup Talian de Brisséan. Je pense qu'on peut l'applaudir encore. Merci. Je vous invite à rester là. Les personnes qui étaient présentes à l'atelier en salle Occitanie sont en train de nous rejoindre pour faire une restitution des ateliers, présentation des conclusions de chaque atelier, des 4 ateliers cet après-midi. Voilà, ça ne va pas durer longtemps, ça va être assez rapide. Avant, un mot de conclusion de Pierre Denizet, qui est le président du cluster French South Digital, qui viendra conclure cette journée Green IT Day, qui j'espère nous a comblé en matière de contenu et d'intérêt des contenus. La conférence du matin était très riche, la table ronde aussi, et je crois que les ateliers finalement étaient très diversifiés. On fait une restitution des ateliers. Pierre Denizet, un mot peut-être? Moi, je ne fais pas de restitution des ateliers. Non, je veux surtout vous remercier d'avoir participé à cette journée. On tient à dire que de notre côté, du cluster, on est vraiment très satisfait de ce qu'on a entendu, de la qualité de nos intervenants. Et on était en train de travailler avec nos partenaires à la suite de ce Green IT Day. Comme on l'a dit ce matin, il en faudrait presque un par trimestre pour sensibiliser nos confrères, et les entreprises et les collaborateurs. Donc voilà, on va revenir vers vous, voilà, pour aller plus loin dans ces problématiques de Green IT et d'IT for Green aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Green IT, mais peut-être pas assez d'IT for Green, parce qu'il y a là un vrai levier économique de développement économique pour nos entreprises. Voilà, donc c'était en fait tout ce que je voulais dire. Et regardez bien le programme de French South Digital et les événements qui vont arriver, et notamment au mois de novembre, la Digi World Week. Les dates exactes, c'est 14 au 18 novembre. 14 au 18 novembre, donc une semaine, plus de 40 événements. Ne manquez pas ça. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Pierre Denizet. Donc, écoutez, on va commencer par l'atelier numéro 4, qui vient de se terminer. Donc, les gens qui étaient dans la salle d'à côté, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, c'est tout frais. Hein. Moi, ce que je veux essayer de souligner sur cet atelier qui s'appelait Green IT pour l'eau et l'énergie, c'est la convergence entre le numérique et l'humain. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces données, on a vu souvent sur des slides, données, il y a beaucoup de data qui reviennent. Et aujourd'hui, ça va servir à quoi? Ça va servir d'abord à l'humain, à son confort. On l'a vu notamment avec EDF et son expérimentation Smart Home. L'idée, c'est d'économiser, mais c'est aussi d'être bien. Je crois que ça, c'est une constante qui est revenue également avec l'IoT cognitif pour l'eau et l'énergie chez IBM. Vous avez beaucoup parlé d'humain, Sania Benassel.
Rien ne se fait et rien ne sera approuvé si l'humain ne se sent pas bien dans son milieu. On peut remonter autant de données et de data qu'on veut. Si l'humain n'est pas sensible à ce qu'on va lui imposer, à un moment donné, quelqu'un a parlé de mesures de rétorsion, ben on va ouvrir la fenêtre si on nous impose un petit peu trop de chaleur dans la maison. Donc voilà, ça c'est important pour le bien-être, mais aussi pour la sécurité. Avec Synapse, on l'a vu, les données, c'est aussi notre sécurité. Nous sommes dans une région, et vous le savez, où il y a beaucoup d'inondations, le fameux phénomène Cévenol. Eh bien, vous êtes là, grâce aux données, grâce aux expérimentations remontées, pour sécuriser les gens dans leur environnement. Et ça, je crois que c'est aussi très très important. Donc voilà, ces données qui servent au confort à la fois et à la sécurité. Et puis ensuite, on a une ovni, enfin pour moi c'est un ovni d'AMI+. Dites-moi plus encore, j'ai appris un truc incroyable. Vous mettez des puces et des capteurs au pied d'une éolienne, et l'éolienne vous dit dans une semaine je vais être malade. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est ce que réalise Jean-Michel Cambeau. Je lui ai d'ailleurs dit qu'il fallait qu'il me fasse sur ma voiture aussi, parce que j'ai souvent ma voiture qui, le jour où il ne faut pas, elle tombe en panne. S'il avait pu me dire une semaine avant qu'elle allait tomber en panne ce jour-là, ça m'aurait été très pratique. Trêve de plaisanterie, vous travaillez notamment sur des gros lignes industrielles, on a parlé des wafers, hein, c'est quelque chose qui me touche, c'est de l'électronique mais c'est aussi du solaire. Voilà, les wafers c'est des petites particules, enfin, c'est des petits modules électroniques très fragiles, très fragiles, et c'est vrai que quand on les fabrique, eh ben, toute la ligne de wafers peut être cassée. Alors on a parlé de centaines de millions d'euros par semaine. Voilà ce que ça implique, hein, cette innovation-là. Donc c'est aussi beaucoup d'économies dans les process industriels. Donc on le voit, économie, confort, sécurité. La data, c'est quand même, les remontées de data et le numérique, c'est quand même aujourd'hui un élément essentiel du bien vivre dans la vie et du bien vivre dans l'entreprise. Voilà ce que j'ai retenu de cet atelier qui était passionnant. Merci, messieurs, mesdames. Voilà, Caroline, je te laisse toi, le retour de ton atelier. Merci Jean-Louis. Alors, en conclusion, en préambule, je voulais aussi souligner l'ensemble des entreprises et la mouvance qui active. En fait, le train est parti, le train est en marche. Et que ce soit à la fois sur la thématique du Green IT, donc améliorer l'empreinte environnementale des systèmes d'information, ou du IT for Green, développer des solutions numériques pour réduire l'empreinte environnementale des autres secteurs d'activité. En fait, ça fourmille de projets en région. Et c'est vrai que cette journée, ça permet de consolider, de partager, et notamment à l'échelle de notre atelier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait Solocal, donc un géant du web, qui faisait un retour d'expérience sur sa démarche d'éco-conception de sites web. Et en parallèle, on avait BS Web, donc une start-up de Montpellier, qui est dans la même démarche. Donc eux, ils sont 3 ou 5, BS Web, et ils se lancent dans ce projet d'éco-conception de leurs services pour, d'une part, par sensibilité environnementale, mais aussi pour améliorer l'expérience usagée, l'expérience utilisateur, et aussi pour optimiser les coûts. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment un intérêt à concilier développement économique, préservation de l'environnement et aussi les impacts sociaux qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, mais la journée était déjà bien complète. Donc on a abordé l'éco-conception au travers de l'optimisation des applications, et un point qui était essentiel, qu'on a constaté sur le bâtiment, qu'on a constaté sur plein de secteurs d'activité. On peut faire un bâtiment hyper écolo. Si les usagers ne sont pas sensibilisés, les performances ne seront jamais atteintes. Et en fait, sur la partie du web, des applications, on a la même problématique. Donc il y a des enjeux et des leviers qui sont essentiels en termes de sensibilisation, de formation et de communication, de transparence. Ensuite, sur l'atelier, on avait l'intervention de ESI, donc, qui a été le cas d'école illustrant le rôle fondamental des data centers de proximité, donc à l'échelle des territoires. Et puis on peut être un data center de proximité et mettre en place un niveau de performance environnementale qui est équivalent à des grands centres qu'on peut trouver à l'échelle nationale ou internationale. Et on a eu aussi l'intervention, alors ça c'est aussi une satisfaction personnelle, parce que souvent quand on parle de Green IT, on a très peu de témoignages sur la fin de vie. Et donc là on a eu l'intervention d'Écologique qui nous a expliqué les enjeux et la gestion de la fin de vie des équipements informatiques. Donc effectivement, comment est-ce qu'on va recycler, comment ça fonctionne, et que deviennent ces déchets dans le cas où ils ne sont pas orientés vers les filières adéquates, et surtout quelles sont les responsabilités des metteurs sur le marché et des utilisateurs.
Donc la conclusion de notre atelier, c'est qu'effectivement, tout ce qui est réduction des impacts environnementaux des services numériques, ça s'applique aux startups, ça s'applique aux PME, ça s'applique aux grands groupes, et on a des résultats rapides, probants, efficaces, en termes de réduction d'impacts environnementaux, mais aussi en termes de performance qualitative et du coup de développement commercial des activités. Donc je vais passer la parole à Cyril. Donc je serai le dernier puisqu'on a apparemment perdu une animatrice en cours de route. Donc vous n'aurez malheureusement pas la restitution de l'atelier numéro 1 sur les objets connectés pour des territoires durables. Mais en tout cas, moi je vais vous faire la restitution de l'atelier qui s'intitulait Nouveau Challenge, donc, dans lequel on a eu beaucoup d'échanges entre les intervenants et la salle. Ça a mis du temps à démarrer, mais c'est arrivé en cours de route. Donc le premier orateur était Siléon, qui nous a présenté une solution pour la maintenance prédictive. Donc une solution qui permet d'allier à la fois la production avec la productivité. Non, la performance avec la production, pardon. Donc c'est garantir de la performance sur de la production ENR, en maîtrisant aussi l'impact environnemental de la solution. Donc c'est un acteur qui propose aujourd'hui une box, voilà, et un système de management de l'optimisation de l'énergie produite par les centrales photovoltaïques à l'aide d'une régulation thermique des panneaux en utilisant de l'eau qui est recyclée, qui est captée de l'eau de pluie. Voilà. Ensuite, on a eu un deuxième intervenant qui était Sony Brain, qui était Siléon, pardon. Je me suis emmêlé les deux. Ouais, le premier c'était Siléon, pardon. Donc ensuite on a eu un autre intervenant, donc Sony Brain, qui était, donc, je le disais, sur les calculateurs et l'optimisation de la production énergétique. Enfin, le troisième intervenant était le Comwatt. Donc lui nous a parlé d'un match de boxe entre le nucléaire et les ENR. Donc à la fin, il y a deux partout, et la solution qui l'emporte, c'est Comwatt, qui fait pencher la balance du côté des ENR. Voilà, donc ça c'est quand même une mini-révolution. Voilà, donc Comwatt permet en gros de faire fonctionner les appareils au moment où ils sont utilisés. Donc c'est le stockage par les usages de l'énergie. Ensuite, le dernier intervenant était sur le BIM, donc tout ce qui concerne la maquette numérique dans le bâtiment. Donc là, c'était complètement notre sujet, ça concernait plutôt la partie bâtiment et les difficultés que peuvent avoir aussi le secteur du bâtiment à migrer vers la transition numérique dans le bâtiment. Donc voilà, on a eu un très très bon aperçu des challenges qui sont à relever dans ce secteur, qui est d'ailleurs par ailleurs légèrement en retard par rapport au secteur de l'énergie. Voilà tout. Je vais conclure en remerciant un petit peu l'ensemble des acteurs de la journée, notamment les animateurs qu'on a pu avoir tout au long de la journée, donc Caroline Bateau et Jean-Louis Bussier. Vous pouvez les applaudir. Ils ont été très efficaces, très endurants toute cette journée. Merci à vous d'avoir participé à cette journée. Et puis je remercie également French House Digital pour l'organisation avec lesquels on a collaboré tout au long de l'organisation. Je remercie également les entreprises qui étaient présentes sur l'événement. Je vous remercie d'avoir accepté de participer. Je remercie particulièrement aussi Angélique, avec qui on a beaucoup collaboré sur le montage de l'événement ensemble. Voilà, dont on est content que ce soit un succès, dont on espère qu'il vous a plu aujourd'hui. Voilà, en espérant avoir une troisième édition l'année prochaine. Voilà, on ne va pas faire d'annonce en avance, mais en tout cas, on vous souhaite et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel événement. Voilà, merci à vous. Et on vous invite à une petite collation, là, voilà, histoire de se dire au revoir en toute convivialité. Merci à vous.